Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce qui est la première étape d'un cycle commun que nous avons décidé de baptiser Questions publiques et qui est organisé en coopération entre le Centre de communication de l'Ouest, qui nous accueille ce soir, le Conseil de développement de Nantes Métropole et la revue Place Publique. Ce cycle va être une série d'invitations de personnalités sur des sujets qui sont susceptibles d'intéresser l'ensemble des citoyens, puisque nous avons bien des objectifs communs, le Conseil de développement, Place Publique, le CCO, chacun avec évidemment ses moyens propres, mais il nous a paru pertinent de nous retrouver autour de cette initiative commune. Nous avons déjà un prochain rendez-vous qui est fixé au mois de juin. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais on vous la communiquera le moment venu, avec Jean-Pierre Orfeuille, qui est un très très différent comme spécialité de celle d'Alain Supiot. Jean-Pierre Orfeuille est un spécialiste des questions de mobilité urbaine, une question qui nous intéresse particulièrement au moment où Nantes est en train de revoir son plan de déplacement urbain. Je crois que Gabriel Vitré, s'il est dans les parages, a quelque chose à nous dire. Non, moi je vais être juste très 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 bref. Je voulais juste excuser Philippe Audic, donc qui est le président du Conseil des développements, mais aussi celui du CCO. Il est président du Conseil des développements depuis peu, mais ce partenariat avec Place Publique, ça faisait partie des projets qu'il avait envie de mettre en œuvre assez vite. Donc ça y est, c'est fait. C'est le premier invité qu'on a ce soir avec Alain Supiot, et on aura Jean-Pierre Orfeuille effectivement sur le thème de la mobilité, puisque le Conseil des développement travaille actuellement sur ce plan de déplacement urbain. Donc Philippe Audic tenait vraiment à ce partenariat. Il n'a pas pu être là ce soir, donc je voulais l'excuser. Et puis dire simplement que toutes les thématiques de Place Publique et celles du Conseil de développement touchent à chaque fois à ce qui est du débat citoyen. Et donc on va comme ça multiplier les occasions de débat et d'échange, et démultiplier aussi la clientèle pour ces débats. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il est bien nécessaire de présenter Alain Supiot, mais je vais quand même le faire pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Alain Supiot est un universitaire de haut vol, très 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 réputé, professeur de droit, auteur d'une œuvre déjà abondante qui porte à la fois sur le droit social et sur l'anthropologie du droit. C'est pas seulement un praticien du droit, c'est un théoricien du droit. Il est bien connu également à Nantes comme directeur de l'Institut d'études avancées, même si on peut se demander si parfois l'Institut d'études avancées n'est pas plus connu à l'autre bout du monde qu'à Nantes même. Mais ça, c'est un autre problème. Et il est l'auteur d'un livre récent, L'Esprit de Philadelphie, un livre très remarqué dont on parle un peu partout et dont le sous-titre indique bien le projet, la justice sociale face au marché total. Alors, comment allons-nous procéder ? C'est pas une conférence, c'est une conversation que nous allons avoir tous les deux dans un premier temps pendant une petite heure, qui va permettre à Alain Supiot d'exposer les thèses principales de son livre. Dans un deuxième temps de cette conversation, je vais soulever quelques points qui me paraissent faire débat. Et ensuite, d'ici une petite heure, la parole vous sera donnée pour prolonger la conversation, pour prolonger le débat avec Alain Supiot. J'ajoute que à la sortie, vous trouverez le livre d'Alain Supiot, donc si certains veulent en faire l'emplette, peut-être même pourra-t-il vous le dédicacer. Et puis vous avez également un certain nombre de numéros de Place Publique, dont le dernier numéro précisément, il y a un compte-rendu de lecture du livre d'Alain Supiot. Il y a quelques numéros, ça remonte à l'année dernière, je crois. On avait fait un entretien tous les deux qui exposait le projet scientifique de l'Institut d'études avancées. Et ça encore, vous pourrez le trouver sur la table voisine. Bien, il est plus que temps d'entamer la conversation. Alain Supiot, alors, vous titrez ce livre « L'esprit de Philadelphie » et vous faites référence à la déclaration de Philadelphie. Alors,
je dois avouer, j'ai honte, mais avouons-le, qu'avant de lire votre livre, je ne connaissais pas la déclaration de Philadelphie et je me suis dit que je ne suis peut-être pas tout à fait le seul à être dans ce cas dans cette salle. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce texte ? Oui, alors vous n'êtes pas le seul certainement, puisque l'éditeur lui-même n'ayant jamais entendu parler de cette affaire, j'ai dû vraiment batailler pour le titre. Le titre, d'abord Philadelphie, en grec, c'est l'amour fraternel, donc c'est déjà tout un programme, si je puis dire. Donc c'est une ville qui a une histoire dans l'histoire des États-Unis. C'était le foyer des Lumières américaines. Mais ce n'est pas la raison du choix, bien entendu, du titre. C'est à cause de l'adoption de la déclaration de 1944. On peut dire, pour situer cette déclaration, qu'elle s'inscrit à un moment qui serait comme la fin de ce que certains ont appelé la guerre de 30 ans, qui a déchiré le monde de 1914 à 1945. Et il faut en effet penser dans leur unité, des événements qui ont déchiré le monde dans cette période, car il y a une continuité de Verdun à Hiroshima, en passant par la Shoah ou le Goulag. Et ce qui s'est expérimenté d'abord dans la Première Guerre mondiale, c'est un mode de gestion industrielle du massacre, mais de gestion industrielle de l'humain, plus généralement. Et ce mode de gestion, de management de l'humain, avait été très bien caractérisé après la Première Guerre mondiale par Ernst Jünger, dont je cite un passage dans le livre, un passage très impressionnant, qui est d'autant plus impressionnant que Jünger est l'auteur aussi de la notion de mobilisation totale, qui va inspirer ensuite l'idée d'état total et de totalitarisme. Donc il joue dans l'histoire des idées, il est un point nodal. Et la thèse de Jünger consiste à dire que ce processus de Verdun, qui décrit comme un marché alimenté 24 heures sur 24 en ressources humaines, qui sont consommées sur ce marché, ce processus est devenu le principe d'organisation de la vie aussi en temps de paix. Jünger ne le dit pas d'ailleurs pour s'en offusquer. Il le dit pour dire, voilà, c'est les temps nouveaux où nous sommes. Alors, la Seconde Guerre mondiale conduit à un pas de plus dans cette horreur, dans cette gestion de réduction de l'humain à l'état de choses, portée aussi par un scientisme qui, dans les années 30, alimenté par la biologie ou la croyance dans des lois immanentes qui détermineraient le comportement humain, ont pu justifier les pires massacres. Alors, tout ça pour dire que la fin de la Seconde Guerre mondiale a été le moment de ce qu'on pourrait appeler une sorte de sursaut. On peut dire sursaut juridique et moral, je dirais sursaut dogmatique, dans le sens où on reprend conscience que les sociétés humaines ne peuvent pas se fonder sur, par exemple, la biologie, l'animalité de l'homme, mais elles doivent se fonder sur des principes posés, affirmés de la manière la plus forte et la plus intransigeante. Alors cette période de ressaisissement est une période assez brève et, à mon sens, la déclaration de Philadelphie en est le premier moment fondateur, c'est ce qui fait son importance. C'est donc en mai 1944, peu de temps avant le débarquement, et ça se clôt avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, puisqu'ensuite on va rentrer dans la guerre froide, on va passer à autre chose. Et dès, par exemple, les années 50, l'Europe, dès 1950, lorsqu'elle va adopter une Convention européenne des droits de l'homme, commence à s'écarter de l'esprit de Philadelphie, puisqu'on va faire deux déclarations, une pour les droits économiques et sociaux et une autre pour les droits civils et politiques. Oui, vous faites d'ailleurs remarquer que la déclaration de Philadelphie, chronologiquement, coïncide tout à fait avec le programme du Conseil national de la résistance, par exemple. Oui, parce que, bon, il y a un esprit du temps, et bien que cette déclaration soit largement inspirée par la philosophie l'empreinte de Roosevelt du New Deal est très, très importante dans ce texte. Elle met en avant effectivement un certain nombre de principes qu'on retrouve dans la déclaration, dans le programme du Conseil national de la résistance. C'est ce qui est souligné dans le livre. C'est de se donner un argument assez frappant du retournement dont il est question dans ce livre, puisque l'un des
des acteurs principaux de ce qu'on a appelé la refondation et de ce tournant qu'ont connu les organisations patronales en France avec l'arrivée de M. de Seyer, qui est M. Kessler, qui est donc un ancien militant communiste. Alors ça, c'est un autre thème du livre, c'est-à-dire le fait que toute une partie des thèses contemporaines ont été portées par d'anciens militants communistes ou maoïstes. Sedonné a écrit un article il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Il a été le président de la Fédération des assurances. Il a joué un rôle intellectuel. Denis Kessler. Denis Kessler, c'est un intellectuel important. Et il a dit, notre programme, c'est de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Donc là, moi, ça avait le mérite de la clarté, si vous voulez. Donc c'est la raison pour laquelle il est intéressant de souligner la parenté entre ces 2 textes. Alors, que dit la déclaration de Philadelphie ? Alors, elle est reproduite Quel est son en annexe objet du livre. Ce n'est pas pour faire les affaires du libraire que je vous dis ça, mais elle est reproduite en annexe. On peut la trouver aussi sur le site de l'Organisation internationale du travail, puisqu'elle a été annexée à la Constitution de l'OIT et qui avait été adoptée en 1919. L'Organisation internationale du travail a été créée après un grand séisme mondial, et le seul grand mouvement qu'elle ait connu ensuite, c'est après la Seconde Guerre mondiale, on a ajouté ce texte. Alors, elle dit, quand on la relit, c'est pourquoi je tenais tant à ce que le titre y fasse référence, on est surpris, on a l'impression de lire quelque chose qui est tout à fait d'une autre époque. L'analyse juridique pointe immédiatement des choses absolument nouvelles, par exemple l'apparition du concept de dignité dans le vocabulaire juridique. Alors, c'est une notion qui avait eu une vie juridique au Moyen-Âge, mais ensuite qui n'avait plus de vie que philosophique, notamment dans la philosophie kantienne, et qui tout d'un coup apparaît dans le vocabulaire juridique. C'est une chose tout à fait importante. Elle répète certaines choses, et notamment quelque chose qui était dans la Constitution de l'OIT en 1919, qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Elle essaie de s'efforcer de donner une définition de ce principe de justice sociale, et elle projette une organisation internationale de l'économie et de la finance en disant qu'il faudra évaluer la pertinence de l'organisation économique et financière à l'aune de sa capacité à faire progresser les objectifs de justice sociale. L'objectif de justice sociale, c'est que chaque être humain puisse, c'est décliné, avoir un emploi où il donne l'expression de ses capacités intellectuelles et physiques. Et il y a une série d'éléments qui sont détaillés ici, qui donnent vraiment un contenu à cette notion de justice, qui en font autre chose que simplement un étendard. Il y a une liste, si vous voulez, de droits très spécifiques qu'on va retrouver dans le préambule de la Constitution de 1946 et qui donc ont été reçus dans le droit français, puisque vous le savez, la Constitution actuelle renvoie à la Constitution de 1946. Donc les grands principes posés à Philadelphie vont inspirer des textes constitutionnels de l'après-guerre, et ensuite ces textes eux-mêmes vont être la base de la construction de ce qu'a été l'État social moderne, pour employer une notion un peu allemande, d'État social. Nous, on parlait d'État-providence en France, de welfare state en Angleterre. Il y a des nuances, mais enfin, ces grandes constructions, notamment la sécurité sociale, sont un résultat, une construction sur les bases qui avaient été posées dans cette déclaration. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'angélique dans une déclaration de ce type ? Le premier principe énoncé par la déclaration, c'est « le travail n'est pas une marchandise ». Pourtant, on n'a jamais cessé de parler de marché du travail. Oui, alors est-ce que c'est angélique ou irréaliste, pourrait-on dire ? Ce qui est irréaliste, c'est de ne croire qu'au rapport de force. Ça, c'est un point ça n'est pas cité dans ce livre, mais c'est un point qu'avait très bien mis en lumière Simone Weil dans sa courte existence. Je parle de la philosophe. Dans sa courte existence, elle a tourné autour d'une notion qui est la souveraineté de la limite, parce qu'elle a été hantée par la force du réalisme nazi. Ce réalisme qui nous dit il naît dans la société des hommes autre chose que les rapports de force. Donc la loi, les Indiens disent ça, c'est la loi de Matsyasana, c'est les gros poissons mangent les petits. D'ailleurs, ça fait partie vraiment du b.a.-ba de ce qu'on dit dans le management, la formation des entreprises. C'est une lutte à mort, les gros vont manger les petits. Bon. Eh bien, à la fin du jour,
cette logique trouve sa limite. Hitler trouve sa limite le 28 avril 1945, c'est-à-dire qu'un monde organisé sur uniquement la croyance dans l'écrasement du faible par le fort s'effondre, n'est pas durable. Donc les sociétés humaines reposent toutes nécessairement sur des valeurs posées qui ne se réduisent pas à simplement la lutte de tous contre tous. C'est une idée assez simple, mais ce qui est réaliste et ce qui n'est pas angélique, c'est justement de prendre, avec un recul historique suffisamment long, conscient de cette nécessité pour que les sociétés demeurent vivables, qu'elles s'accordent sur des principes qui les ordonnent. Si vous voulez, le réalisme du chacun pour soi est un réalisme qui n'a jamais posé les bases d'une société durable. Il y a d'ailleurs dans votre livre une citation très, très éclairante, très frappante de Simone Weil qui dit que les choses, dans notre société, les choses jouent le rôle des hommes et les hommes jouent le rôle des choses. Oui, c'est quelque chose dont on peut avoir l'idée quand on va dans un aéroport. Aujourd'hui, on a l'impression que les valises sont traitées sur un certain mode et les passagers sur le même, un peu moins bien. Et elle dit ça de son expérience d'usine. Simone Weil n'est pas quelqu'un qui va s'établir comme pour convertir les masses ouvrières ignorantes aux vérités du marxisme-léninisme. Elle y va parce qu'elle veut faire l'expérience. Elle a conscience que lorsqu'on parle de sciences humaines, c'est une philosophe, il ne suffit pas d'avoir un discours. Donc les connaissances discursives ou les savoirs discursifs sur la société sont certes un élément important de son intelligibilité, mais il faut aussi en avoir l'expérience et l'expérience charnelle. Donc le problème de Simone Weil, c'était non seulement de théoriser, de penser le travail, ce qu'elle fait aussi très bien, mais aussi d'en faire l'expérience. Et la phrase que vous citez, c'est ce qu'elle ressent de son expérience de l'usine, mais c'est l'usine de Chaplin. D'ailleurs, c'est à peu près contemporain des temps modernes. Donc il y a des esprits géniaux, comme elle dans l'ordre philosophique ou Chaplin dans l'ordre cinématographique, qui donnent à voir ce qu'il y a d'inhumain dans ces nouvelles formes d'organisation que Junger citait aussi. Si on voulait maintenant s'intéresser au temps présent, il est certain que les formes de déshumanisation ne sont plus les mêmes. Je recommande à tous, il y a un film génial qui vient de paraître, qui est celui de Mathias Gokalp, qui s'appelle Rien de personnel, qui est paru cet automne, qui saisit avec une attention clinique, et en plus c'est drôle et en même temps terrifiant. C'est une sorte de Chaplin du management de gouvernance par objectif et avec les indicateurs de réussite. Avançons dans le livre. Ce livre est constitué de deux grandes parties. Une première partie qui s'appelle le grand retournement. Vous expliquez comment il y a eu une sorte de contre-révolution libérale ou néolibérale, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, qui a justement remis en cause cet esprit de la libération, cet esprit de l'immédiate après-guerre. Alors, quelles sont les étapes de ce grand retournement et quelles sont les raisons de ce grand retournement également? Qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup dans la tête des hommes? Alors, le terme employé, c'est ultralibéralisme. C'est une notion qui sert à englober les deux versants économiques qu'on appelle le néolibéralisme et puis aussi l'aspect néoconservateur, parce qu'il y avait dans la déclaration de Philadelphie à la fois un aspect socio-économique et puis un programme de solidarité entre les États, disant ce sont les États qui sont les acteurs de la mise en œuvre des principes de la déclaration et ils doivent avoir une politique coordonnée à l'échelle du monde. Alors, ultralibéralisme parce que c'est un clin d'œil à la notion des les ultra-royalistes qui, croyant revenir à l'ancien régime, en fait construisaient du neuf. Et c'est ce qui s'est passé. La révolution ultralibérale, dont les deux plus fameux représentants étaient M. Reagan et Mme Thatcher, mais ils ont eu beaucoup d'épigones. Je cite, quand on a demandé à Mme Thatcher il y a quelques années quelle est votre plus grande réussite politique, elle a répondu Tony Blair. Donc, de ce point de vue, ça a été. Alors, leur idée était de revenir à une sorte de pureté d'accord aux lois du marché. Et ce programme, en fait, fabriquait quelque chose d'autre. C'est ce qui je tente d'expliquer dans ce livre, notamment, par exemple, si on prend quelque chose comme les retraites, prenons cet exemple,
les systèmes de retraite qui ont été créés après la guerre obligent chacun à verser en prévision de ses vieux jours, etc. Donc on sortait du discours du 19e sur l'épargne individuelle. Ce qui s'est passé avec le tournant ultralibéral n'est pas une disparition de l'obligation de cotiser. Simplement, on a voulu éliminer les retraites par répartition, mettre sur pied des fonds de pension pour alimenter un capitalisme boursier. Et donc, ça s'apparente plutôt à ce qu'on peut appeler une privatisation des mécanismes de l'État-providence plutôt qu'à leur démantèlement. Il me semble que sur la grande échelle, après la crise financière, lorsqu'on dit parce que l'État a mis des milliards, c'est le retour de l'État, non, c'est un pas de plus dans la privatisation de la ressource publique. Donc c'est ça qui est enclenché. Alors d'où ça vient? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu des idées. C'est parti d'idées. Il faut le souligner parce que souvent on pense que justement les réalistes disent « Pouf, les idées, non, c'est pas ça qui mène le monde ». Ben si. Enfin, les réalistes ou les déterministes. Les idées jouent un rôle à un certain moment. Alors ça, c'est bien documenté. Il y a eu tout un programme de think tanks dès les années 60 qui ont mis sur pied quelque chose qui allait devenir vraiment la doxa, la doctrine partagée par toutes les grandes organisations internationales ensuite. Pour en donner une idée claire, l'exemple qui est pris ici est celui de la doctrine de Hayek. Il y en aurait d'autres, mais Hayek est particulièrement intéressant. D'abord parce qu'une fois, Mme Thatcher a brandi un livre de Hayek au Parlement en disant ceci c'est ce que nous croyons. Expliquez peut-être qui est Hayek. Alors Friedrich Hayek, c'était un juriste au départ qui est devenu économiste. Donc il appartient à ce qu'on appelle l'école autrichienne. Donc c'est pas quelqu'un qui croit à l'acteur économique rationnel, mais ce en quoi il croit profondément, c'est en l'existence d'un ordre spontané du marché. Alors c'est ce qui le fait appartenir à toute la grande théorie. Et donc aux anti-keynésiens dans le vocabulaire, dans les divisions économiques. Et donc il a été célèbre comme économiste. Il a été l'un des premiers titulaires de ce que j'appelle le faux prix Nobel d'économie ou le prix à la mémoire d'Alfred, puisque Nobel avait déjà inventé la dynamite, il ne faut pas trop charger son casier judiciaire. Il n'y a jamais eu de prix Nobel d'économie, mais il y a eu un moment dans les années 70 où c'était très important d'obtenir cette création, puisque, alors je vais revenir à Hayek, vous allez comprendre pourquoi, le lien avec le prix Nobel. Le cœur de la démonstration ou de la croyance, parce qu'il est porté par des croyances sincères, il ne s'agit pas de remettre en question la bonne volonté des hommes, tous ces gens-là veulent œuvrer à un monde meilleur. Donc il dit qu'il y a un ordre spontané du marché qui distribue spontanément les places, les richesses. Bon. Toute intervention publique sur cet ordre ne peut que causer du désordre, est une source de décroissance, et puis ça ouvre la porte au totalitarisme. Le pouvoir politique ne sait pas résister à tous les groupes de pression. Donc le programme de Hayek, il a écrit toute une œuvre juridique sur quel système constitutionnel il faut. Et son programme consiste à dire qu'il faut soustraire à la démocratie les questions de répartition du travail et de la richesse. La démocratie, c'est bon pour le reste, mais ça, il faut que ça soit hors débat démocratique. Parce que si on le met en débat démocratique, il y a des groupes qui vont demander à obtenir plus que d'autres, et à ce moment-là, on met le doigt dans une spirale où on va désorganiser le marché, donc ensuite on va vers la pauvreté. Donc il a un concept de démocratie limitée. Alors, quel lien avec le prix Nobel? C'est parce que si vous pensez qu'il existe des lois immanentes au marché, qu'il y a un ordre spontané, alors les nazis pensaient que c'était la loi des races, le marxisme avait aussi... Cette croyance dans des lois immanentes vient à un moment précis de l'histoire de l'Occident. Bon, je ne veux pas aller trop loin sur ce terrain, on pourrait y revenir dans les questions si vous voulez. Mais vous allez penser qu'il y a des vraies lois scientifiques de fonctionnement d'économie. À ce moment-là, il faut poser l'économie comme une science qui connaît ces lois immanentes. Donc, adieu la vieille économie politique qui s'attachait à comprendre par quel mécanisme on produit des richesses, et advient la science économique. Parce que pour que ce soit soustrait au débat public, il y a que deux façons de soustraire une question. Ou bien on dit c'est de la religion, parce que ça, la religion, on ne peut pas en débattre au Parlement, ou bien on dit c'est de la science. Alors le choix, on aurait pu dire c'était de la religion, ça aurait peut-être été plus exact, mais le choix a été fait de dire c'est de la science, et à ce moment-là, il y a eu une pression faite sur le jury Nobel pour qu'ils acceptent la création d'un prix qui a été en fait financé par la Banque de Suède. Donc le vrai nom, c'est prix de la Banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel. Donc,
C'est un détail, mais qui est assez révélateur parce que de ce tournant, si vous voulez, où il faut faire passer un certain nombre de règles de la vie en société comme relevant d'un savoir objectif qui ne se discute pas. Donc, il n'y a pas d'alternative. C'était aussi le mot d'ordre, d'ailleurs, de Mme Thatcher. Le mot d'ordre dit « Tina, there is no alternative ». Alors, vous expliquez que ce tournant ultralibéral a des racines intellectuelles, et Hayek en est un des exemples. Est-ce que ça suffit à expliquer l'ampleur prise par ce tournant et la manière dont ces nouvelles idées ont contaminé, si j'ose dire, des secteurs qui, a priori, devaient leur être rétifs? Non, alors il y a beaucoup de choses à en jouer. D'abord, de fait, les constructions de l'état social de l'après-guerre, qui correspondaient à un certain état de l'économie, des modes de production, etc., ont vieilli et il aurait fallu les réformer. Au lieu de s'agripper à dire on ne touche à rien parce que dès qu'on touche, on va défaire, etc. Donc, de ce côté-là, il y a un vieillissement d'un certain nombre d'institutions de l'État social qui est incriminé. Un autre facteur politique, celui-là, c'est que ces courants politiques ont gagné aux États-Unis et en Angleterre. Jusqu'à une période, disons jusqu'aux années 90, l'Europe continentale était demeurée attachée à l'esprit de Philadelphie. Alors, d'une façon très imparfaite, mais enfin, il y avait dans le droit communautaire un volet social qui était vraiment le parent pauvre, mais enfin, qui existait, avec l'idée, qui était dans le traité de Rome, il faut l'égalisation dans le progrès. Bon, c'est une notion qui est dans le traité de Rome. Donc, il faut que l'ouverture du marché conduise à une égalisation des conditions sociales dans le progrès. Donc, on s'est doté d'un certain nombre d'instruments juridiques dans le domaine social. Les Anglais n'en voulaient pas, pour les raisons évidentes, en disant c'est une intervention sur l'ordre spontané du marché, mais on leur disait, vous restez dans votre coin, vous avez le droit de ne pas le prendre. C'était ce qu'on appelait l'opting out. Donc, les Anglais avaient le droit d'être dans le marché sans souscrire aux règles sociales. Le tournant en Europe a été l'élargissement raté de l'Europe aux anciens pays communistes. L'opposition que l'on peut faire, on peut penser que l'Europe a répété à grande échelle une erreur qui a été commise en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne peu de temps après cet événement, donc je connaissais cette question un peu de près. Les Allemands, au moment de la chute du mur, avaient le choix constitutionnel entre deux solutions. Ou bien de dire on va refaire ensemble une nouvelle constitution, ou bien on se contente de dire il y a de nouveaux Länder qu'on assimile. Et puis tout ce qu'ils ont vécu n'existe pas. Alors on a choisi cette seconde voie qui s'est révélée une erreur. Ils n'en sont pas encore sortis dans les tensions Est-Ouest. La question se posait dans les mêmes termes pour l'Europe. On aurait pu dire c'est un moment de réunification. Et là, ça aurait été l'occasion de repenser beaucoup d'éléments de Philadelphie en disant nous avons des pays de niveau économique et de développement et de richesse tout à fait différents. Comment peut-on se voir une sorte de pacte européen où l'Ouest va devoir payer, comme en Allemagne, mais payer vraiment, une sorte de grand plan Marshall. Et en revanche, les pays de l'Est vont devoir accepter des disciplines fiscales et sociales. Bon. Ça aurait été la voie réunification. Au lieu de ça, on a fait ce qui s'appelle l'élargissement. C'est-à-dire, on a dit, non, nous sommes là, c'est la victoire finale du modèle occidental, donc il suffit de l'élargir, de l'étendre aux autres. C'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire dans le jargon technique. Donc, on a dit à des pays qui retrouvaient leur indépendance, vous devez manger l'acquis communautaire, c'est-à-dire des milliers et des milliers de pages de règlements. On envoyait aux Roumains des trucs où il y avait encore écrit Hongrie. J'ai vu ça. C'était avec un mépris de la part de Bruxelles de la diversité des histoires de tous ces pays. Et ce que ça a donné, ils se sont dit, on rentre dans un grand marché. Donc tous les coups sont permis. C'est-à-dire, c'est la compétition des États les uns contre les autres. Donc le ratage de cet élargissement a permis une alliance entre ce qui était minoritaire, c'est-à-dire l'ultralibéralisme anglais, avec les anciens pays communistes. Et cette alliance était d'autant plus facile à opérer que d'une façon générale, et ça c'est une thèse de ce livre, il me semble que ce dont a accouché ce grand retournement, c'est très bien caractérisé à l'article 15 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui, cherchant à définir la nature de ce régime, dont j'aimerais bien que mes collègues de sciences politiques me donnent des explications plus claires que ce que j'entends, parce que c'est clair que c'est plus un régime communiste, c'est pas non plus bon.
eux, ils disent « nous sommes une économie communiste de marché ». Bon, c'est-à-dire qu'ils disent clairement il y a un fond commun dans cette croyance, dans des lois immanentes de l'économie qui déterminent les rapports sociaux. Ça, c'est commun. Et c'est tout à fait frappant, en effet, de voir que cette conversion massive des élites des anciens pays communistes aux lois du marché, c'est-à-dire ce passage, au fond, pas si surprenant, entre une fois dans la dictature du prolétariat et une fois dans la dictature des marchés, alors c'est vraiment une caractéristique majeure de tous les anciens pays communistes, mais on la voit aussi à l'œuvre dans nos propres pays. Je citais tout à l'heure M. Kessler. Je pourrais vous faire la longue litanie des théoriciens de l'ultralibéralisme qui viennent des rangs du maoïsme ou du communisme. Et l'exemple le plus visible étant le président de la Commission européenne, M. Barroso, qui est issu d'un mouvement maoïste radical et qui a été l'artisan, au moment de la guerre d'Irak, du pacte justement néoconservateur entre la Nouvelle Europe et l'Angleterre et les États-Unis. Donc c'est des données qu'il faut reprendre, qui se comprennent dans le temps long des idéologies. Parce qu'il y a la foi dans ces lois immanentes de l'économie. C'est ce qui a permis ce tournant. Alors, cela dit, il ne faut pas mettre dans le même sac ce qui se passe en Europe, en Chine et en Russie. Ça s'exprime sous des formes très différentes. Je propose que nous en venions, forcé d'avancer un petit peu vite, à la deuxième partie de votre livre, qui est intitulée « L'actualité de la justice sociale ». Et vous fixez une sorte de programme. Vous dites, voilà, il faut s'évader du monde plat et sans horizon de la dogmatique ultralibérale, retrouver l'usage de 5 sens fortement émoussés par 30 années de politique d'ajustement de l'homme aux besoins de la finance, le sens des limites, de la mesure, de l'action, de la responsabilité et de la solidarité. Alors, est-ce que cette exigence, cette actualité nouvelle ou renouvelée de la justice sociale obéit à des raisons éthiques ou obéit-elle également à des raisons de cohérence sociale ? Bon, ça vient à son heure. Vous savez, peut-être ce livre, il y a 2 ans, n'aurait eu aucun écho. Il y a des moments historiques. On est à un moment où se clôt une période d'une trentaine d'années. On est dans une période qui m'évoque, moi, la période Brejnev en Union soviétique. C'est-à-dire les élites savent que le credo ne marche pas, mais on n'en a pas d'autres. Il n'y a pas d'opposition qu'en ait d'autres. Donc il y a une sorte et ça va s'effondrer comme l'Union soviétique. De plaisir glaciaire. Mais cependant, il est clair que enfin, on en a eu des signes quand même nets, que le système est très fragilisé. Alors, pour prendre cette question navrée, je vais essayer d'être très bref. Mais enfin, non, mais nous avons le temps. Oui, on est obligé d'être un petit peu, de revenir à des considérations un petit peu en amont à chaque fois. L'économie de marché, c'est quelque chose qui a une histoire beaucoup plus longue que le capitalisme. Il y a des marchés médiévaux. Enfin bon, le capitalisme, c'est un moment d'économie de marché. Et pour ce qui l'a caractérisé, enfin parmi les traits qui caractérisent le capitalisme, il y a le fait qu'on va se mettre à traiter comme des marchandises 3 éléments qui, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, n'étaient pas traités comme des marchandises parce qu'ils n'en sont pas. C'est la terre, la monnaie et les hommes. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand Karl Polanyi qui développe ça dans un livre qui s'appelle La Grande Transformation, qui est toujours d'une grande acuité. Donc, pour qu'il y ait vous parliez tout à l'heure du marché du travail, il va falloir faire comme si le travail, en ce moment je suis en train de travailler peut-être d'une certaine façon, mais comme si c'était une chose qu'on pouvait poser sur la table entre nous, dont on pouvait discuter le prix, alors que c'est indissociable de la personne. Donc il y a un effet de fiction pour parler du marché du travail. On va faire comme si c'était détachable. Bon. Pour dire que la terre, vous savez, la Cour européenne en est à dire que la terre et la propriété foncière est couverte par le principe de libre circulation des capitaux. Il y a un arrêt qui dit ça. Donc arriver à transformer la nature en capital qui doit pouvoir circuler librement, on arrive à des constructions où la fiction là, commence à décoller un peu. Mais c'est aussi une fiction. La terre n'est pas une marchandise,
nous serions propriétaires. D'abord, à la fin du jour, là aussi, c'est elle qui nous mange, toujours. Bon, il y a un rapport binaire dans le rapport à la terre. Il y a une souveraineté de la terre. J'apprends beaucoup de mes collègues africains sur ces choses-là, parce qu'ils ont gardé très profondément ancré cette tension, le fait dans le rapport à la nature, l'homme maîtrise la nature, mais il y a une maîtrise de la terre sur l'homme. Alors, si on la traite comme une marchandise, il faut faire attention, il faut poser des limites. Si on traite l'homme comme une chose, là aussi, il faut poser des limites, parce que sinon, il faut que ce soit vivable, parce que vous allez le détruire. C'est toute la leçon du 19e siècle. Et la même chose pour la monnaie. La monnaie n'est pas une marchandise, ce n'est pas un produit. À partir du moment où on a fait des marchés monétaires, on la traite comme si c'était un produit. Bon. Alors, il y avait des systèmes de référentiels qui permettaient de l'accès sur la valeur de l'or. Tout ça a sauté avec les... Je ne veux pas rentrer dans un débat de théorie monétaire. Mais si vous voyez, on a à chaque fois, ces trois choses sont des fictions juridiques. On va faire comme si le travail est une marchandise, comme si la nature, comme si la monnaie. Et ces fictions ne sont tenables que moyennant un certain nombre de dispositifs juridiques qui les rendent soutenables, pour employer un anglicisme, sur la longue durée. Ces étais juridiques étaient posés au plan nationaux. Les monnaies, c'était une affaire nationale. Les droits du travail et la sécurité sociale, c'était national. Le régime foncier, c'était des règles nationales. Ces régimes nationaux sont fragilisés ou volatilisés avec ce qu'on appelle la globalisation, qui est une notion, là aussi, acritique, à l'intérieur de laquelle il faudrait rentrer pour discuter différents aspects. Si vous supprimez les conditions de fonctionnement de la fiction, eh bien, ça s'écroule. Et il était prévisible que ça soit en matière monétaire que ça s'écroule d'abord, parce que c'est là qu'on était allé le plus loin dans la déréglementation totale. À partir du moment où on dit qu'une reconnaissance de dette, c'est la même chose que la monnaie, il y a un moment ou un autre, il faut que quelqu'un paye. Alors, ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est qu'on présente la note à ceux qui n'ont pas creusé le déficit. Et que ça fait peser des dangers lourds. Enfin, on voit la situation de la Grèce et la tentation. Alors là, c'est une vraie leçon de l'histoire, que la tentation peut être dans ces cas-là de désigner l'étranger comme le responsable. Donc, on est dans une période qui est quand même un peu délicate de ce point de vue. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Mais... Eh bien, je vais vous la reposer. Vous interrogez sur l'exigence renouvelée de justice sociale. Obéit-elle principalement à des considérations éthiques ou bien tout simplement à des exigences de fonctionnement homogène, harmonieux de nos sociétés ? Oui, alors, pas des considérations éthiques, parce que c'est à supposer que ça a un sens de parler de considérations éthiques, excusez-moi, hein, quand je dis ça, ça a l'air de désagréable, alors j'ai aucune envie d'être désagréable avec vous. Mais non, mais l'éthique, c'est des choses, on parle d'éthique parce que c'est le mot grec, si on parlait de morale, tout le monde fuirait cette salle. Et la caractéristique quand on parle que de morale ou d'éthique, c'est que chacun a sa morale, son éthique, etc. Donc on retombe dans des histoires de libre choix, comme quand à l'université on nous dit qu'il y a une offre de formation avec des consommateurs que seraient les étudiants. C'est pour ça que je suis assez... En tant que juriste, l'éthique, c'est un monde gazeux. Ce qui est certain, c'est qu'une société a besoin de règles communes pour fonctionner. Et que pour ces règles soient légitimes, il faut que plus ou moins elles donnent l'idée qu'elles sont indexées sur un impératif de justice. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. La façon de concevoir la justice, ça peut changer d'un pays à un autre, mais cette aspiration, ça c'est vraiment une donnée anthropologique, je crois, fondamentale. Et si elle n'est plus satisfaite, ça ouvre les vannes nécessairement de la violence. Donc c'est plutôt réaliste comme argument de dire... Et il me semble qu'il y a quand même un sentiment assez profond d'injustice sociale qui s'est développé dans énormément de pays et qui ne trouve pas d'expression politique actuellement, ni de relais. Donc ce sont des situations qui sont toujours potentiellement extrêmement dangereuses. Donc dans ce cas, essayer de commencer à tracer, non pas de dire ce qu'il faut faire, parce que vraiment les universitaires sont les derniers placés pour dire ce qu'il faut faire. Les solutions nouvelles ont toujours été inventées par la pratique. Mais ce que peut faire un travail de la pensée, c'est d'essayer de poser un certain nombre de repères. Donc vous voyez, ce n'est pas dans un souci de faire la morale, c'est pas ça, c'est que simplement l'analyse des institutions vous permet parfois une certaine forme de prédictibilité. Si vous dites « je mets au sommet d'un système institutionnel la lutte de tous contre tous », on peut prédire que ça va donner de la violence. Oui, c'est pas...
c'est pas très malin l'étude du droit. Mais enfin, ça, on peut à peu près être sûr de ça. Or, c'est ce qu'on fait lorsque, c'est cité dans le livre, on met en concurrence les systèmes juridiques, par exemple. Bon, c'est ce que fait la Banque mondiale. Elle a un programme Doing Business où elle évalue toutes les législations, on les met en concurrence. C'est ce que fait la Cour européenne de justice actuellement dans le domaine du travail. On met en concurrence les travailleurs de l'Est avec les travailleurs de l'Ouest. J'ai vu, vous parliez de l'Institut d'études avancées, c'est des Slovaques qui ont construit la tour à côté. Ils ne parlaient pas un mot de français. Le chantier de l'IEA lui-même a été fait dans des conditions normales. Et bien, dès que le chantier a été fini, l'atmosphère était socialement irrespirable sur ce chantier, parce qu'il y a la concurrence qui est attisée entre les quelques travailleurs français qui étaient entre là, les Slovaques qui ne parlaient pas un mot, qui étaient parqués je ne sais où et payés au tarif slovaque. 3 jours après la livraison, il y a des morceaux qui ont commencé à tomber sur le quai. Bon. Donc c'est du pur réalisme que de dire si on maltraite les hommes, ils vont maltraiter leur travail et le travail ne sera pas bien fait. Donc il y a un moment où il y a un minimum de réalisme à retrouver. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas éthique du tout. Ça y est, j'ai trouvé la réponse. Merci. Comme tout bon livre, votre ouvrage pose autant de questions qu'il n'apporte de réponses. Et avant que la salle ne s'empare de la parole, je voudrais vous poser 3 questions sur 3 points qui m'ont paru mériter des explications. Le premier, vous y avez fait allusion au début de votre intervention, c'est l'espèce d'équivalence, un peu surprenante à mes yeux, que vous faites entre le nazisme, le communisme et l'ultralibéralisme, en cela qu'il considère l'homme comme un moyen et non comme une fin, pour reprendre l'expression kantienne, en cela qu'il considère l'homme comme du matériel humain, du capital humain. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort quand même ? Alors, je dirais certainement pas équivalence. Ça dépend des niveaux d'analyse où on se place. Mettre dans le même sac, c'est pas tous les militants communistes qui travaillaient avec justement une idée d'un monde plus juste, etc. Avec les nazis, c'est absolument pas le propos. Bon, c'est absolument pas le propos. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sortons d'une époque qui a été dominée par le scientisme. Et qu'il ne faut pas s'interdire, au nom de la singularité de chacune des formes d'horreur qu'a connues le siècle, il ne faut pas s'interdire d'essayer de les penser dans ce qu'elles peuvent avoir de commun. Il me semble que le scientisme est justement un trait qui les caractérise. À partir du moment où vous avez un monde, vous évoquiez l'histoire du monde plat de tout à l'heure. À partir du moment où vous avez un monde d'où l'idée d'une hétéronomie, d'une norme venue de l'extérieur est évacuée. On pense que ce n'est pas réaliste d'avoir une norme venue de l'extérieur. Donc il n'y a plus que les normes internes, inhérentes au système. Cette posture qui consiste à analyser la société comme on analyse un organisme biologique est une posture fausse, elle n'est pas scientifique, elle est scientiste. Le grand historien des sciences, Canguilhem, a écrit là-dessus des choses remarquables où il dit on ne peut pas confondre un ordre biologique avec l'ordre d'une société humaine, aussi anciennes soient ces comparaisons du corps social, etc., parce que dans l'ordre biologique, la règle, elle est inhérente à l'organisme. Dans la société humaine, elle est nécessairement d'un extérieur qui est postulé. Ça peut être Allah, ça peut être la République. Vous savez, quand le début de la Constitution française ou le début de la Constitution américaine, en 1946, le peuple français rappelle au monde ce qu'il lui a dit en 1989. On a un personnage, là, le peuple français, qui ne meurt jamais, qui se régénère avec les générations successives. Ce sont des montages mythologiques. Bon, mais ce sont des montages nécessaires pour avoir un système institutionnel. Si vous dites ça, ça ne vaut plus. Tout ce qui vaut, c'est ce qu'il y a dans la viande. À ce moment-là, effectivement, vous allez parler en termes matériel humain, c'était les nazis. Capital humain, je rappelle dans ce texte que la notion est due à Staline. Globalement, c'est le même type de réalisme. Alors, là où l'on peut discuter qu'il s'agisse à nouveau d'un réalisme, c'est lorsque on l'applique, par exemple, c'est la critique qui est faite dans le livre, aux nouvelles formes de quantification, à la gouvernance par le nombre, parce que, ne serait-ce que pour compter, puisque la mathématique apparaît comme le lieu le plus élevé de l'objectivité, il faut classer de façon qualitative les objets qu'on compte.
Et si on ne le fait pas, donc si on ne se pose pas une grille, un système de valeurs, quand on parle d'évaluer le travail de quelqu'un, évaluer, c'est rapporter à une valeur, c'est pas seulement compter. Donc c'est dans ce va-et-vient entre les valeurs ou les objectifs qu'on s'est fixés et puis des instruments de mesure que l'on garde en réalité un contact avec la réalité. Sinon, on s'enferme, et il me semble que c'est l'un des problèmes qu'on a, par exemple, avec des mécanismes comme la LOLF en France, où le développement inconsidéré d'indicateurs de performance dans le domaine de la recherche ou dans la gestion des entreprises, on est sur la pente du ghost plan. Voilà, à la fin, ils avaient des batteries de chiffres, ils n'avaient plus aucun contact avec la réalité. Bon. Voilà, je ne suis pas... Alors, surtout, je ne mets pas tout dans le même sac. Mais ne penser le XXe siècle qu'en prenant la Shoah, ou qu'en prenant Verdun, ou en prenant Hiroshima, ou en oubliant Hiroshima, ce qui était le cas des Américains. Mais j'étais à New York en septembre, ils ont tout de suite parlé du Ground Zero. Ils ont oublié simplement c'est le nom qu'ils avaient donné au point de chute de Hiroshima. Je vous assure que les Japonais, eux, n'ont pas oublié. Donc il faut essayer de garder un peu de mémoire. Voilà. Ma deuxième question, ou ma deuxième demande d'éclaircissement, si vous préférez, va porter sur l'Europe, sujet dont vous avez parlé déjà tout à l'heure. Vous avez expliqué que l'élargissement européen avait abouti à saper les bases déjà fragiles de l'Europe sociale. Est-ce que la possibilité d'un modèle européen comme modèle alternatif, vous paraît-il, désormais complètement derrière nous, ou bien pensez-vous que ça puisse rester un échelon civilisationnel, pour employer des grands mots, pertinents? Bon, il était assez clair, notamment au moment du début de la guerre en Irak. On a vu toutes les opinions européennes, y compris dans les pays de la Nouvelle Europe, ne pas accrocher au discours de la mission civilisatrice de l'Occident par les bombardements de masse. Peut-être parce que l'Europe a la mémoire des impasses où ça a conduit. Il y a une mémoire des peuples. Alors, refaire aux Français le coup de la mission civilisatrice, c'était quand même un peu dur. Bon. Donc il faudrait se garder de penser Occident comme une unité. Il y avait l'idée qu'il y a plusieurs lieux, que les États-Unis, si croyants dans le rapport aux faits religieux, par exemple, c'est si différent d'un pays comme la France, c'est pas exactement la même chose que l'Europe. Donc il y avait l'idée que l'Europe pouvait incarner, au regard de ce qu'on appelle habituellement le reste du monde, comme si on pouvait appeler 80% de la population mondiale le reste, l'Europe pouvait incarner autre chose, parce qu'il y a quand même une autre manière d'hériter des Lumières. Les Lumières, ce n'est pas seulement les éclairs fulgurants d'Hiroshima, ça peut être quelque chose de plus civilisé, de plus... Bon. Alors, cette conviction, enfin cette possibilité en tout cas qu'il y a dans l'histoire de l'Europe, qui est quand même l'héritière de beaucoup d'impasses, pourquoi penser que c'est fini, que c'est cuit? Non, il n'y a pas de raison. L'avenir est ouvert, il n'y a pas de fatum. Alors effectivement, ça dépendra, et c'est là qu'il y a un certain rôle qui peut être joué, ça dépendra de la capacité de se projeter un horizon mobilisateur. C'est à partir du moment où vous avez le sentiment d'être dans un monde où tout est déjà écrit, où c'est un monde géré, de gestion. Là, vous êtes le sentiment qu'il ne peut plus rien se passer, mais ça n'a jamais marché comme ça. Il y a toujours eu des idées. Les hommes ne se comportent pas, vous voyez, c'est aussi un des effets de ce scientisme. On parle du comportement, le comportementalisme, parce qu'on vous observe comme un animal. Mais même quand vous êtes conforme à la tradition, c'est que vous avez une idée en tête. Et le problème de l'Europe, c'est de se remettre à avoir quelques idées sur ce qu'elle est elle-même. Alors, il y a eu le ratage de l'élargissement. Il me semble qu'à la faveur, par exemple, de la crise que nous traversons, où, à part la Pologne, qui a l'air de s'en sortir pas si mal, mais tous les pays qui avaient épousé avec ferveur le modèle de domination des marchés financiers dans l'Europe ex-communiste sont dans de graves difficultés. Ça offre un champ à de nouveaux types de négociations politiques. Ça suppose avoir des dirigeants qui ont une certaine vision. Vous allez me dire que cette condition n'est peut-être pas remplie actuellement, mais pourrait l'être. Troisième et dernière question, en ce qui me concerne du moins, c'est celle du rapport entre votre niveau d'analyse et les réponses politiques.
vous semblez, mais peut-être vous ai-je mal lu, rejeter dos à dos, dans la deuxième partie de votre livre, les tenants de l'ultralibéralisme et ce que vous appelez la gauche sociétale, entre guillemets, celle, si j'ai bien compris, qui considère que la libéralisation des mœurs remplace avantageusement l'existence de justice sociale. Alors, quand on entend renouer avec l'esprit de Philadelphie, quand on entend renouer avec l'existence de justice sociale, ça passe forcément par des médiations politiques. J'observe d'ailleurs que vous dédiez ce livre à Bruno Trentin, cette belle figure du mouvement italien. Quelle était votre intention en adressant ce clin d'œil à cette personnalité récemment disparue, et que pensez-vous de la relation entre votre niveau de réflexion et le niveau proprement politique ? Oui, alors renvoyer dos à dos, c'est peut-être un terme explosif, parce que ça serait s'ériger en une espèce de juge, ce qui n'est pas du tout le propos, mais simplement il s'agit de rapporter des faits. Si vous prenez le cas français, la déréglementation des marchés financiers, ça s'est fait sous des gouvernements bérégovois. Le démantèlement du modèle européen continental d'entreprise, qui était un élément extrêmement important. Enfin, je peux en dire un mot si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a eu la propagande de la corporate governance qui consiste à dire l'entreprise c'est la propriété des actionnaires. Juridiquement, c'est un non-sens par rapport à la tradition continentale. L'entreprise, c'est une personne morale distincte. L'actionnaire a sacrifié une partie de ses avoirs pour le confier à l'entreprise. Lorsque c'est une loi Strauss-Kahn qui autorise les entreprises à racheter leurs propres actions sous l'empire de corporate governance, c'est aussi Strauss-Kahn, je pense, qui avait supprimé des cotisations sociales sur les stocks options qui avaient été posées par Juppé. Alors, je cite les faits, les textes, si vous voulez. C'est-à-dire, ils ont été pris dans la croyance. Ce n'est pas encore une fois pour incriminer les hommes, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez dire après ? Alors, il y a la citation de Trentin, c'est que justement, peut-être que cette vulnérabilité idéologique de la gauche française s'explique par le fait, par des raisons qui sont à rechercher plus en amont historiquement, et que justement Simone Veil ou Trentin avaient bien pointé, c'est la croyance qui s'est installée à l'époque de la seconde industrialisation que l'organisation du travail était une question qui relevait exclusivement de choix techniques face à ce qu'on appelait la rationalisation dans les années 20 ou 30, c'est-à-dire les chaînes, etc. Il y a eu un débat interne au mouvement syndical, en tout cas, en disant est-ce que le mouvement syndical critique ces formes d'organisation ou non ? Et le débat s'est tranché dans le sens que Lénine, c'est cité dans le livre, dit il faut transformer l'URSS en une vaste usine à la Taylor. Donc là, la messe était dite, si je puis dire. C'est-à-dire, on considère que les formes d'organisation industrielle sont hors débat politique, ça fait partie d'un savoir et d'une technique, et que la justice sociale ne concerne que la répartition des fruits de la richesse. Donc c'est des compensations. Ça, Trentin dit ça dans un livre dont j'aimerais bien faire publier la traduction française. La justice sociale est pensée comme un moyen d'accompagner. Voilà, c'est le mot de la gauche moderne. On accompagne. Donc il y a des dégâts et puis on vient avec les pansements. Bon. Alors, on peut poser les choses autrement. On peut dire que le travail est une expérience fondamentale dans la vie de chacun. Et il faut le penser en tant que tel et qu'il faut qu'il y ait une justice dans la réalisation même du travail. Et ça, c'est présent dans Philadelphie. Quand il dit dans le travail, chacun doit pouvoir avoir la satisfaction, je ne sais plus la formule par cœur, mais de montrer ce qu'il est capable de sortir de lui-même. Il y a des choses comme ça. Ils ont eu cette sensation. Alors, il me semble que c'est un des facteurs qui explique la vulnérabilité. Le fait que, alors Trentin, que j'ai bien connu, qui était parlementaire européen à la fin de sa vie, avec qui j'ai eu beaucoup de conversations, me disait le travail est une question qui n'intéresse plus les parlementaires de gauche. Il me disait, il était au Parlement européen. Il m'a dit, ils s'en foutent, ça les ennuie. Et il ne disait pas ennui, il disait un autre mot en italien. Bon. Et le thème était à prendre. La droite politique l'a ramassé avec beaucoup d'astuces. Et aussi, si je puis me permettre, sans vouloir. Mais quand on dit que c'est défendre le travail que de supprimer
les taxes sur les droits de succession, c'est un tour de passe-passe sémantique, parce qu'on se met à appeler travail ce qui est du capital. Mais cela dit, si la question était vacante, hein, et du coup, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a entendu pendant ces périodes? On disait, c'est ce qui est super, il faut absolument lutter contre les derniers tabous. Ce qui fait que ce qui s'est organisé, c'est une sorte de division du travail entre la droite qui voulait déréglementer tout ce qui était dans le domaine économique et qui pouvait rester dans certains de ces segments conservatrices dans le domaine des mœurs et de la vie familiale, et la gauche qui disait non, tout ce qui est il faut organiser, au fond celui Houellebecq a très bien dit, extension du domaine de la lutte, la vie privée, parce que si vous dites la vie privée, identité flexible, on fait ce qu'on veut, etc., c'est exactement le discours du marché. Alors vous allez avoir un petit nombre de gagnants qui vont cocher des trucs sur leurs conquêtes nombreuses, etc. Puis un grand nombre de perdants. Et la perdante du bout, c'est la femme isolée, caissière, avec un travail à durée, à qui on va supprimer même leur pot dominical maintenant. Et puis ensuite, on va lui dire, t'élèves pas tes gosses, on va te mettre un contrat d'éducation parentale. Donc c'est les plus faibles qui payent quand même la note de la conjugaison de ces deux formes de dislocation des cadres institutionnels, de ces deux éléments clés que sont la vie privée et la vie professionnelle. Ce n'est pas forcément pour plaider un retour à la morale, etc. Comme promis, nous allons vous donner la parole. Il y a un micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prévu de le faire circuler? Oui. Le micro est dans le pot de fleurs. Voilà, alors qui veut intervenir pour une question, une demande d'éclaircissement, une objection? Ça serait bien quand même qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec notre invité. Non, personne? Vous êtes bercé par le propos d'Alain Supiot? C'est toujours la première intervention qui est la plus difficile. Oui, voilà. Oui, vous avez évoqué 30 ans donc d'ultralibéralisme avec, j'imagine, son cortège d'incompréhension, d'absurdité et de souffrance au travail. Mais est-ce qu'on est véritablement au bout du tunnel? Est-ce qu'il n'y aura pas un sas qui risque de durer? Quelle est votre vision et vos solutions peut-être pragmatiques? Est-ce que, par exemple, la RSE dans les entreprises peut être une des réponses ou est-ce que c'est un simple phénomène de mode? Alors, effectivement, on n'en a pas parlé. Dans la seconde partie du livre, il y a un certain nombre de suggestions pratiques. Pas des recettes, mais des grandes orientations. Je peux en citer 2 ou 3. Puis je vais revenir sur la RSE plus spécialement. Il y a par exemple... que dire qu'un monde sans limite, ça peut exister, ça n'est pas vrai. Dire que parce que dans cette idée de marché total, il y a le marché qui doit réguler tout, ça ne peut pas fonctionner. Si vous allez sur la place de Bruxelles, qui est une des constructions architecturales, d'ailleurs c'est le seul endroit où on peut, assez beau à Bruxelles, il faut bien le reconnaître, mais oui, enfin il est très beau, c'est une place du marché, c'est-à-dire c'est un lieu vide, c'est entouré par... les corporations, c'est-à-dire le travail organisé. Vous avez l'hôtel de ville, c'est le principe tiers garant de la loyauté des échanges. Si vous sortez de la place du marché pour aller au palais de justice, vous n'êtes plus sur le marché, ou alors ça voudrait dire qu'on achète et qu'on vend la décision des juges. Donc la société est corrompue, donc il n'y a plus de marché possible. Donc l'idée de marché total organise la disparition des marchés qui fonctionnent. Donc je retiens ça, pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait des limites. Donc l'idée de marché sans limite, illimité, produit du désordre. Ça peut, dans un certain nombre d'activités, la globalisation est un fait technique. Tout ce qui est le travail sur les signes en particulier n'est plus pris avec la numérisation dans les frontières, mais il y a quand même énormément d'activités qui le demeurent. Et donc de ce point de vue, un certain nombre de personnes pensent qu'il ne serait pas mauvais de repenser l'organisation économique autour de grands ensembles continentaux qui retrouveraient une certaine maîtrise des limites de leurs frontières
et qu'au lieu d'avoir un système où on dit si c'est un capital qui circule, c'est comme dirait Simone Veil, les choses sont traitées, capital, marchandise, aucune contrainte à la circulation. Si c'est les hommes, on fabrique des murs, des barbelés, il y a des gens qui se tuent tous les jours pour accéder en Europe. Bon. Or, les deux phénomènes sont liés, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est-à-dire, si vous dites, comme est en train de le faire par exemple la Banque mondiale au Mali, il faut que vous fassiez de l'agrocarburant, vous allez finir de détruire les ressources vivrières, ensuite vous allez avoir les jeunes qui traversent le Sahara à pied, qui essaient de venir ici. Donc, il faudrait un peu plus de viscosité pour la circulation des capitaux et des marchandises, un peu plus de liberté pour la circulation des hommes. Un autre exemple qui est pris dans le livre, je ne veux pas être trop long, mais c'est sur cette histoire d'entreprise, revenir à un modèle continental d'entreprise. Il y avait une loi hollandaise, par exemple, qui disait « c'est pas parce que vous avez acheté un paquet d'actions que du jour au lendemain, c'est vous qui avez les commandes ». On va regarder comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes attaché au sort de l'entreprise sur le long terme ? Et à ce moment-là, vous pourrez participer. Tout ça a été démantelé. On pourrait imaginer de revenir à des mécanismes de ce genre. Enfin, les Allemands y pensent beaucoup parce que leur modèle d'entreprise était justement de cette nature. Alors, la RSE, pour finir, pour ceux qui ne connaissent pas le sigle, j'allais demander qui connaît la RSE ? Oui, il y a quand même quelques. Donc, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, c'est géré à Bruxelles par les services qui s'occupent du marketing, dans la direction qui s'occupe de commercialisation. Ce n'est pas dans les directions des affaires sociales, mais c'est une blague un peu facile. Mais il me semble malgré tout que la première responsabilité sociale des entreprises, c'est de payer leurs impôts et les charges sociales là où elles opèrent. Déjà, si elles faisaient ça, ça serait bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que j'évoquais le phénomène de mode. Oui. Parce qu'actuellement, si vous allez produire ailleurs pour réimporter sur le marché et uniquement ailleurs pour échapper aux disciplines sociales et fiscales qui pèsent sur vos concurrents, ce que vous mettez en concurrence, ce n'est pas des produits, c'est les législations. Et donc, ce faisant, vous vous soustrayez à des choses qui sont dans les déclarations universelles. C'est que s'il y a un droit à la protection sociale, ça suppose qu'il y a un devoir de contribuer. Bon. Alors, ceux qui s'exemptent de ce devoir, en fait, violent les droits de l'homme. Bon. Alors, il faut revenir simplement à ces règles de base, hein, ça serait suffisant. Cela dit, il se fait aussi des choses intéressantes sous le chapeau RSE, mais enfin, on ne peut pas en attendre de miracle, franchement. Oui. Il y avait une demande de question au milieu. Ah, attendez, on va vous passer le micro. Ça va être un peu la même question. J'ai envie que vous alliez essayez de varier un peu. Une réponse complètement différente. J'ai envie que vous alliez un peu plus loin, c'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle, la solution vient de la pratique. J'ai quand même envie, même si la RSE n'est sans doute pas la solution, est-ce que quelque part, il y a des solutions ou des choses qui sont tentées en ce moment et qui vous semblent plutôt positives voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, s'il vous plaît? Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en tout cas, il y a certaines absurdités qui trouvent leurs limites tout à l'heure. Prenons ce qu'on appelait des épidémies ou des contagions de suicide. On a même parlé d'effets d'imitation. Enfin, on entend des choses réellement obscènes. Si vous traitez les hommes comme des choses, radicalement comme des choses, comme des ordinateurs programmables, parce que c'est la différence avec les temps modernes, parce que là, vous insériez. Là, c'est comme ordinateur programmable, gouvernance par objectif, indicateur, etc. Il y a un moment où les gens deviennent fous, où ils pètent les plombs, pour parler l'expression électricienne en vigueur. Bon. Et ça, en tant que juriste, on voit apparaître, il y a un symptôme, il y avait une notion qui était absolument absente du droit du travail, c'est la notion de santé mentale. Bon. Elle apparaît dans les années 90. Et puis, c'est-à-dire que le fait nouveau, c'est que ce sont les institutions qui sont devenues pathogènes. Ce n'est plus les machines. Bon. Alors, elles sont devenues pathogènes parce que, dans le cas de certaines compagnies téléphoniques, il suffit d'essayer de contacter leur service après-vente parce qu'on devient soi-même fou au bout de 10 minutes pour comprendre l'enfer que peuvent vivre les gens qui travaillent à l'intérieur. Bon. Alors, ces modes de management qui pensent qu'on peut dresser par des biais comportementaux, et tout ça assis sur un soi-disant savoir scientifique, ça trouve sa limite. Parce qu'il y a des enjeux de sécurité derrière. Quand c'est dans une centrale nucléaire, il y a eu un cas il y a quelques années, soigneusement EDF tenu secret, d'un type qui a réussi à mettre en berne un quart de la production électrique. Parce qu'il a eu un coup de folie.
dans une centrale nucléaire, il a réussi à passer 3 barrières de sécurité, etc. Vous avez des enjeux très lourds de sécurité. Alors, en ce domaine, la façon de faire travailler les gens ensemble, je pense que les entreprises, elles pourraient retrouver, repenser le mode en partant de l'expérience humaine du travail. Parce qu'il y a les dangers de sécurité, il y a les dangers de malfaçon. Dans le bâtiment, il y a eu un jeune sociologue, il y a quelques années, a fait un travail absolument remarquable dans la banlieue parisienne. Il s'est embauché. Il est allé travailler dans le bâtiment. Dans la région parisienne, il n'y a plus que des Maliens. Enfin, maintenant, il y a peut-être les Slovaques qui viennent piquer les places des Maliens. Ça, c'est pas exclu, puisqu'on peut les avoir pour moins cher. Il y a de plus en plus de malfaçon. Parce qu'il y a un moment où une certaine façon de traiter les travailleurs se paye en imperfection dans la qualité du travail. Donc c'est plutôt de ce côté-là, me semble-t-il, qu'il y a des choses... Et ce que je décris n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il n'y a pas des suicides dans toutes les entreprises. Les entreprises où les gens sont plutôt bien dans leur peau, etc., c'est plutôt là, me semble-t-il, qu'il y aurait des choses à améliorer. Du point de vue entreprise sur lequel vous m'interrogez, parce que pour le reste, les entreprises, elles n'ont pas la maîtrise, par exemple, des frontières du commerce. C'est pas elles qui décident. J'ai vu des mains se lever au fond. Oui, il me semble qu'à 2 ou 3 reprises, vous nous avez dit le scientisme est derrière nous. Dans votre propos tout à l'heure, et il me semble que pourtant les mathématiques appliquées à la finance, les OGM appliqués à la planète, enfin il y a un certain nombre de... Quand on regarde un peu les choses, il ne me semble pas que le scientisme soit derrière nous. Alors je ne sais pas ce que vous vouliez dire là-dedans, mais j'ai cru comprendre que c'était dans votre raisonnement sinon un nœud, ou en tout cas une question. Non, alors c'est que si je l'ai dit, c'est que j'ai eu un instant d'égarement. Je crois que M. Guidet m'a reproché, avec beaucoup de délicatesse, de mettre dans le même sac l'ultralibéralisme avec des formes précédentes, historiquement précédentes, justement, de scientisme. Et donc, non, ce n'est pas derrière nous. Nous sommes en plein dedans, me semble-t-il. Et c'est ça qui donne ce monde plat. Je ne sais pas si vous voyez. Je recommande la lecture d'un petit texte qui a été écrit par un prof de maths à la fin du 19e, anglais, qui s'appelle Flatland. Il imagine. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu un auteur économique à succès qui a fait The World is Flat. Ça a été un succès. On a dit c'est super maintenant. Bon. Mais Flatland, il imagine un monde où réellement, qui est peuplé d'êtres en simplement 2 dimensions. Vous voyez ? 2 dimensions. Uniquement. Alors, c'est une société de caste. Les maîtres sont des cercles. Et puis, il y a les cadres qui sont des carrés. Les hommes de base, c'est des triangles. Et puis, il y a ceux qui ont des formes irrégulières. Ça, c'est les hors castes, etc. Alors, il décrit la vie dans un monde en 2 dimensions. C'est très oppressant. Et dans le roman, il y a les découvertes de la 3e dimension. Et puis, il y a aussi la découverte d'un autre monde où il y a des êtres qui vivent en une seule dimension. Et quand on s'approche d'eux, ils disent « Je suis bien, je suis moi, je suis bien, je suis moi ». Voilà. Peut-être on se dirige dans ce sens-là. Une autre intervention ? Oui, c'était plus une observation qu'une question, en fait. Mais en prenant la distinction que posait Thierry Guidet tout à l'heure entre le registre des idées et le registre éventuellement de l'action ou du concret ou de la réalité. J'ai envie de dire que votre livre me semble quand même s'inscrire dans une tradition, c'est pas pour le dévaloriser, au contraire, mais dans une tradition qui est quand même ouverte depuis une 30aine d'années aussi de critique ou de déconstruction de l'ultralibéralisme ou du néolibéralisme. Et j'ai envie de dire, peut-être l'un des ouvrages fondateurs de ça, c'est l'un des cours de Michel Foucault à la fin des années 70, dont on sait d'ailleurs qu'il s'est accompagné aussi de plusieurs productions, je pense aux travaux de Rosan Vallon sur l'utopie du marché et d'autres références de ces années-là. Et j'ai envie de suggérer que de ce point de vue-là, je me demande si on n'est pas malgré tout dans une sorte de reconstruction aussi sur le plan de l'histoire intellectuelle. Et je voudrais juste prendre l'exemple de ce fameux prix attribué à Alfred. Depuis une 15aine d'années maintenant, la plupart de ceux qui reçoivent ce prix ne s'inscrivent plus dans la domination des thèses néolibérales, mais sont au contraire cités parmi les principaux critiques de ce courant, Stiglitz, Krugman et d'autres. Donc,
j'ai envie de dire, sur le plan des idées, je me demande si finalement, et je sais qu'il y a Christian Chavagneux qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les dernières heures du libéralisme », où il dit « il faut arrêter de surestimer sur le plan des idées l'adversaire ». Le libéralisme n'a pas triomphé dans le registre des idées. Alors, première observation. Deuxième observation, en même temps, dans le domaine des pratiques, j'ai envie de dire, là, c'est du domaine de la catastrophe. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la question de la recherche et de l'université. Il y a eu tout un ensemble de mouvements et de protestations dans le monde universitaire à l'occasion de quelques réformes récentes il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ce que l'on voit malgré tout, c'est que malgré ces prises de parole, ces manifestations, ces oppositions, c'est en train de rentrer dans les mœurs et à une vitesse relativement folle. Ces questions d'évaluation, etc. Alors, ce qui, moi, me rendait éventuellement optimiste sur le plan des idées, c'est sur le plan des pratiques que ça devient catastrophique. Parce qu'il y a une façon aussi très rapide des individus, j'ai envie de dire individualisés précisément, mis en compétition, mis en concurrence. Il y a une rapidité extraordinaire d'adaptation à ces systèmes. Et on est dans des systèmes qui sont profondément contradictoires parce qu'on peut publiquement afficher tout un ensemble de refus, tout un ensemble éventuellement même de valeurs ou de programmes tels que vous les déclinez, mais que dans la pratique, on est aussi un certain nombre à se retrouver dans des positions d'extraordinaire faiblesse face à l'introduction, à la pénétration et à la progression de ces méthodes d'évaluation. Et moi, je vois par exemple dans le domaine universitaire, les primes d'excellence scientifique. Combien sont les collègues universitaires qui refusent de rentrer dans ce jeu? Et ceux-là, j'ai envie de dire, c'est assez semblable à ce qui s'est passé aussi à l'occasion de ce que certains socialistes avaient appelé dans le passé des ouvertures de capital. Comment calmer les syndicats? On donnait un paquet d'actions à un certain nombre de salariés en comptant justement sur cette contradiction entre l'affichage public des valeurs et le fait qu'il y a aussi des intérêts dans la gestion et dans l'animation quotidienne de ces systèmes. Voilà, c'était juste l'observation. Bon, alors merci de ce commentaire. L'affiliation Foucault, etc., je serais très... Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Foucault a écrit quelque part, il faut saboter l'État. Bon. De même que Bourdieu disait l'État, accumulation de capital, etc. Puis à la fin de sa vie, il a dit défendons l'État social. Bon. Donc là, ça pose problème, si vous voulez, quand vous avez des gens qui d'un côté vous disent qu'il faut défendre les droits sociaux, puis de l'autre, dans leur œuvre, ils vous expliquent que tout ça, c'est bon. Donc franchement, c'est pas. Il me semble que l'élément faible de tout ce mouvement, ça a été justement un aveuglement vis-à-vis de la dimension institutionnelle. Je pense que tous ces gens-là n'y ont rien compris. Je suis un peu brutal dans mon expression, mais parce que ça vient en rupture à ce qui était une grande tradition quand même. Chez Mauss, vous avez quand même une conscience de la dimension institutionnelle des phénomènes qu'il observe qui s'est perdue pour des raisons. Bon. Alors ensuite, ils sont dans parce que vous rapprochez, enfin vous m'avez pas cité Bourdieu, mais rapprochez-le de Gary Baker, vous allez voir que le champ et le marché, ça marche pareil, enfin, sauf qu'il y en a un qui se réjouit, l'autre qui se désole. Mais enfin, les grilles d'analyse sont c'est pas encore une fois pour porter aux hommes, parce qu'on est pris dans des moments historiques avec des manières de penser, etc. Alors, quant à votre question, on ne va pas rentrer dans les affaires de boutique sur les questions d'organisation de la recherche, même si c'est une question très, très sensible, évidemment, et puis aussi un petit peu exemplaire, puisque les chercheurs sont un type très particulier du travail innovant, donc ce qui se passe en ce domaine il me semble que les universitaires devraient d'abord balayer devant leur porte avant de s'en prendre à l'État réformateur. Parce qu'on est pris, et ça c'est vrai de l'ensemble de la fonction publique, si on doit être pris en étau entre « touche pas à mon statut », rien ne doit bouger, etc., ou bien on privatise, on passe au marché, on s'en sortira pas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut prendre appui sur le meilleur de ce qui a pu être une tradition juridique, mais pour construire du neuf. Or, de ce point de vue, force est de constater qu'il y a des marges de progrès à l'université française, me semble-t-il, dans une certaine tendance à s'auto-reproduire, etc. Donc, je veux dire, les critiques adressées, bien sûr, il y a des éléments tout à fait critiquables dans les réformes qui ont été, et notamment, l'un de ceux-là, vous avez tout à fait, là je suis en entier accord avec vous, c'est-à-dire cette manière d'importer les schèmes les plus éculés, parce que c'est des cabinets d'organisation qui vendent des techniques de comptage, etc. C'est terrifiant.
terrifiant, parce que ça veut dire à la limite que bientôt on n'aura plus besoin de lire ce qu'écrit un chercheur pour l'évaluer. Il suffira de compter le nombre de publications. Donc c'est une machine à cesser de penser. Donc là c'est vraiment quelque chose de Mais en revanche, essayer de réactiver un principe de responsabilité. On peut dire qu'être universitaire, c'est quand même des positions privilégiées. On est payé par la République, par les impôts de nos concitoyens pour lire, écrire, réfléchir. Ça veut dire que ça entraîne un certain nombre de devoirs. Et qu'on ne peut pas dire raisonnablement, c'est une chose qui me frappe beaucoup dans les débats universitaires, les gens pris individuellement sont les premiers à critiquer un certain nombre de choses et collectivement, la seule règle sur laquelle on s'accorde, c'est ne toucher à rien. Bon, alors, à terme, cela conduit des organisations qui pouvaient bien fonctionner ou moins bien devant l'abîme. Le cas du CNRS, moi j'étais membre du conseil scientifique du CNRS, j'ai vu leur lâche soulagement quand, sous le ministère Allègre, il leur disait, il ne voulait pas supprimer le CNRS, il leur disait il faut que vous bougiez un peu. Alors, il le disait avec sa manière, alors, évidemment, je comprends, c'est peut-être pas très habile, enfin. Mais et puis on a retiré toutes les réformes. C'était une victoire à la Pyrrhus parce que 4 ans après, ça revient. Et alors là, on vous dit plus, il faut que vous bougiez un peu. On dit vous êtes une agence de moyens, mettez des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est un problème général. Il me semble que la fonction publique dans ce pays, c'est vraiment un des éléments dans la tradition, une colonne vertébrale de ce pays, de même que les entreprises publiques à statut, par exemple. C'était un élément. Les Chinois nous envient cette capacité qu'on a eue d'inventer des hybrides de droit privé et de droit public. Quand ils ont à faire des réseaux. Bon. Les Français ne voient plus qu'il y a quelque chose qui a une grande valeur là-dedans, mais à condition de savoir bouger. Bon, si on continue à recruter ces thésards entre soi pour l'avenir de l'université, écoutez, je suis désolé, moi je ne défends pas ça. Oui. Oui, vous avez parlé tout à l'heure des limites qu'il faudrait retrouver à la déréglementation notamment du droit social. Aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, moi, c'est qui voyez-vous aujourd'hui capable d'imposer ces limites, ou en tout cas déjà de les proposer, ça serait pas mal, et éventuellement de les imposer pour qu'on revienne dans un règlement plus social. Alors, ça, les questions de réforme, c'est des questions de rapports de force syndicaux et politiques. On peut quand même pointer un certain nombre de choses. C'est que sur ce qui est du statut du travail, en 10-15 ans, les idées ont évolué. Au milieu des années 90, les raisonnements étaient encore très indexés sur une représentation de l'emploi qui était l'héritage de l'emploi industriel, etc. Aujourd'hui, vous avez des organisations comme les grandes organisations syndicales qui raisonnent en termes de sécurité sociale professionnelle, de sécurisation des parcours. Ça veut dire qu'il y a quand même eu dans le champ des idées une évolution. Alors, ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il faut ensuite avoir les moyens d'une mise en œuvre politique de ces idées. Mais c'est déjà bien, parce que le jour où vient l'histoire du droit social en France, c'est quand même pas une histoire à long fleuve tranquille avec des gens qui pensent et puis tout d'un coup on évolue le système. Ça se passe dans des secousses. Mais au moment où il y a les secousses, c'est bien d'avoir des idées qui permettent des sorties vers le haut plutôt que des sorties régressives. Et à mon sens, c'est ça le problème. Personne ne sait aujourd'hui quel type d'événement pourrait conduire les Allemands aujourd'hui à admettre qu'il faut un peu de frontières commerciales en Europe. Bon. L'effondrement de l'avenir n'est pas écrit. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, cela dit, sur les forces, il me semble qu'il faut être attentif avec quand même le syndicalisme, même s'il a de grands segments un peu. S'il est faible, on le dit traditionnellement, mais il conserve sur ces questions-là un ancrage dans les réalités des conditions de vie que il me semble que les partis politiques l'ont perdu. Vous voyez, alors c'est facile de critiquer les syndicats en disant qu'il y a moins de 10% de cotisants, etc. Mais enfin, ils savent des choses, de même que les dirigeants, il ne faudrait pas mettre dans le même sac les dirigeants de PME, parce qu'on a une figure nouvelle maintenant qui est l'entrepreneur dépendant. Bon. Il dépend, il
inscrits dans les réseaux de production, etc. Ces gens savent aussi, sur l'état réel de l'économie, des choses qui ne trouvent difficilement leur relais politique. Et même là, dans le cas patronal, leur relais syndical, parce que les réformes qu'on a eues ont essayé d'améliorer les systèmes de représentation syndicale, mais la représentation patronale est restée soigneusement sous le boisseau, parce que justement, c'est une patate chaude. Me semble-t-il, hein, je dis ça. Là, Une autre intervention ? On s'était fixé comme objectif de terminer vers 19h30, donc ce sera la dernière ou l'avant-dernière question. Oui. Oui, dans votre titre, il y avait justice sociale. Alors moi, je vais parler tout à fait d'autre chose, puisque j'interviens depuis plusieurs années sur le secteur de la précarité et de la pauvreté. Alors, vous avez dit pas de paix durable sans justice sociale, et j'ai été surprise quand vous avez fait référence tout à l'heure à la LOLF et ses indicateurs, puisqu'on a travaillé dessus justement cet après-midi. Alors, c'est vrai que maintenant, on ne parle plus dans le secteur social, on nous impose, comme un petit peu dans tous les secteurs, hein, quand je dis social, ça peut être aussi bien les établissements de sécurité sociale, les associations qui travaillent sur le terrain, etc. On nous impose, on commence à nous imposer des regroupements, la rationalisation, les évaluations. Et on sent, moi, tout à l'heure, vous avez parlé de la RSE dans les entreprises, mais moi, je suis plutôt les gens qui ne sont plus justement dans le travail, qui l'ont perdu, qui galèrent et qui ne savent plus, qui sont en pleine injustice sociale. Et tout ce qu'on nous met actuellement, ce qui nous arrive d'en haut et qu'on doit mettre en œuvre, c'est d'une injustice absolument démente. Et c'est là qu'on s'aperçoit que tous ceux qui nous gouvernent et tous les intermédiaires et tous ceux et je mets les politiques dans le même sac en général, en fait, ils sont très très loin de la base. Hein. Ils n'ont aucune idée de comment les gens vivent sur le terrain. Enfin, disons, en gros, les 30% de gens, de Français qui actuellement sont soit dans la pauvreté, soit dans la grande précarité, soit la moins grande précarité. Et quand je parle de début de précarité, c'est tous les gens qui ont perdu leur travail depuis un an et demi, et qui ne se retrouvent absolument pas parce qu'ils sont devenus ce que certains appellent les invisibles. Personne n'en parle, il n'y a pas de formation pour eux spécialement, il n'y a rien de fait. Alors, c'est vrai que sur le terrain, on voit de plus en plus de gens qui sont agressifs. Mais agressifs, pourquoi ? Parce que l'ensemble des textes qui descendent d'en haut sont sur le terrain, quand ils arrivent en bas, d'une complexité où on peut pas s'y retrouver, et sont d'un non-sens et d'une incohérence absolument totale. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous savez qu'on était en plein, on était toujours dans cet ultra-libéralisme, enfin pas vraiment ultra, mais... Si, ultra, c'est le terme qui a été employé. Et bon, on commence à sentir justement, en bas tout au moins, plus haut, je ne sais pas, mais dans les familles populaires, on commence à sentir vraiment ça devient plus d'un agacement, c'est une agressivité par rapport à tous les pouvoirs qui nous ont gouvernés depuis 30 ans. Et en fait, je rejoins tout à fait un grand nombre des analyses que vous faites. Quand les gens sont pas entendus et qui n'ont plus personne qui les représente, ça peut finir mal. Et je sens des prémices de violence auxquelles il faudrait faire peut-être un peu attention. Et pour l'instant, je ne vois aucune réponse venir d'où que ce soit, parce que tout ce qu'on fait remonter du terrain vers le plus haut
ça ne passe pas. C'est comme si on ne disait rien, on n'est pas écouté. Ça fait des années que ça dure. Merci madame de ce témoignage qui peut susciter une réaction qui sera également votre mot de la fin. Oui, non, mais je vous remercie également parce que, ça, si vous voulez, votre intervention dit avec les mots justes et une connaissance de faits que je n'ai pas, c'est quelque chose qui conforte quand même un certain nombre d'éléments d'analyse. Hein. Et en particulier sur les effets dévastateurs de ce nouveau type de contact avec les réalités sociales qui sont opérés par une quantification devenue oublieuse de ce qu'elle est en train de quantifier, hein, si vous voulez. Donc je vous rejoins également tout à fait dans le sentiment de préoccupation que peut avoir le type de situation dans laquelle nous sommes, où ces ressources, parce que le propre du droit social, ça a été d'avoir la capacité de convertir les ressources de violence en règles plus justes. C'est toute cette machinerie avec les grèves, syndicats, négociations. Il y avait tout un mécanisme qui permettait que les tensions sociales permettent une remise en question et une redéfinition permanente de la règle la moins injuste possible, ne parlons pas de justice. À partir du moment où ces mécanismes ne fonctionnent plus, on est effectivement dans une situation. Moi, je partage votre préoccupation, d'autant, je le répète, que le risque est alors de pouvoir orienter cette colère, parce qu'on a vers des boucs émissaires. Ce n'est jamais à exclure. Donc il serait urgent que ça trouve des relais politiques et syndicaux adéquats, oui. Merci Alain Supiot d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je crois que c'est une bonne illustration de notre objectif qui est d'injecter du savoir, notamment du savoir d'origine universitaire, dans le débat public. Donc nous allons bien sûr continuer ce cycle de questions publiques. Je vous rappelle que vous pouvez trouver à la sortie le livre d'Alain Supiot, L'Esprit de Philadelphie, et vous pouvez également trouver la revue Place Publique, qui n'est pas une si mauvaise revue que cela. Bonsoir.